La France et la Belgique sont très proches, hein, puisque la Belgique est autour de 114-112% du PIB en dette et la France autour de 112%. Donc, on est très, très proche dans les indicateurs. Après, la difficulté, c'est vrai qu'avant la crise, on était déjà proche du 100% de dette par rapport au PIB et que c'est vrai que on a souvent dit, alors peut-être pas à bon escient, mais que quand on atteignait ce genre de ratio de dette par rapport à la richesse nationale, ben, il fallait commencer à s'inquiéter. D'ici 2027, on sera vraisemblablement sur une charge de la dette qui va peser plus de 100 milliards d'euros par an, ce qui est gigantesque pour la France. Alors, à l'aune de la Belgique, je ne sais pas combien ça fera exactement, mais en part de PIB, c'est énorme parce qu'on serait autour de 3% du PIB en charge de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien qu'avec le coût annuel de la dette de la France, et environ 3 000 milliards d'euros, eh bien, on aurait l'équivalent du déficit maximum des critères de Maastricht. Et donc là, c'est quand même une remise totale en question. Donc moi, je veux bien que certains disent qu'on s'endette pour investir, mais c'est pas vrai en fait. On s'endette massivement pour fonctionner. Donc déjà, il faudrait qu'on regarde les chiffres et qu'on soit honnête sur pourquoi on s'endette en France ou ailleurs. Mais en tout cas, en France, moi, je veux vous dire qu'on s'endette pour payer du chômage, pour payer de la santé, pour payer des retraites. Et le souci, c'est que à force de s'endetter pour fonctionner, eh ben, finalement, on ne prépare pas l'avenir et en plus, on endette les générations futures. Et on risque de se retrouver avec une charge de la dette qu'on pourra pas financer. Dire que la dette, ça coûte rien, c'est pas grave, etc., c'est complètement hors sol. Ou dire qu'on va pouvoir annuler la dette. Alors d'accord, vous dites à tout le monde, tous ceux qui ont de la dette française ou belge, on rembourse pas. Mais qui va vouloir nous prêter derrière? Plus personne. Donc, c'est bien gentil de dire on ne va pas rembourser, mais ça veut dire qu'il ne faut plus avoir besoin d'emprunter. Il y a aussi une question de souveraineté. La France, elle a quasiment 48%, entre 48 et 49% de dettes qui sont détenues par des non-résidents, plus que dans d'autres pays. L'Italie est très endettée, mais il n'y a que 30% de dette italienne qui est détenue par des non-résidents. Les États-Unis sont très endettés, mais il y a moins de 30% de la dette américaine qui est détenue par des non-résidents. C'est pareil pour le Royaume-Uni. Donc nous, on est très endettés et en plus, on est endettés auprès d'étrangers et massivement ces dernières années, qu'est-ce qui nous a prêté? C'est la Chine. Donc la question, c'est est-ce qu'on est encore libre? Est-ce qu'on est encore souverain par rapport à tout ça? Est-ce qu'on peut encore derrière avoir des relations avec les pays en question qui sont des relations équilibrées et saines? L'idée de faire marcher la planche à billets, parce qu'il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, c'est ça qui s'est passé, et dire qu'on n'aura pas d'inflation derrière, c'était complètement illusoire. Donc évidemment, personne d'entre nous ne pouvait prévoir la guerre en Ukraine derrière et toutes les tensions sur notamment tout ce qui est pétrole, énergie, etc. Mais on avait déjà l'inflation avant. L'inflation en zone euro avant l'Ukraine, l'année dernière, en moyenne, c'est 5%. Et nous, en France, si on a moins d'inflation, c'est aussi parce qu'on a bloqué les prix. C'est aussi parce qu'on fait un petit peu disons des politiques, on mène des politiques qui font que l'inflation est ramenée un peu à la baisse. Mais si on n'avait pas mis en place ce genre de politique, on aurait beaucoup plus d'inflation au compteur qui serait calculé par l'INSEE. On a sous-estimé l'inflation, on a surestimé la croissance. Ça peut être très dommageable pour notre économie, surtout pour les ménages qui vont se retrouver avec des impacts énormes sur leur pouvoir d'achat. On le voit déjà en France, on le voit en Belgique, on le voit partout. Et il y a un moment où il faut assumer qu'il faut remonter les taux de la Banque centrale européenne. Ce que je reproche aux instances européennes, c'est finalement d'avoir fermé les yeux sur cette inflation en disant c'est formidable parce que ça va faire mécaniquement baisser la dette. C'est oublier dans l'équation que derrière tout ça, il y a des gens et que ces gens, à un moment, ils peuvent plus payer les impôts, les prix qui augmentent au supermarché, etc. Qu'on a beaucoup trop tardé pour agir et maintenant, on a presque l'impression que ce serait presque à contresens d'augmenter les taux parce qu'en plus, il y a la guerre en Ukraine et donc ça rajoute de la complexité. Et je crois que malheureusement, ça risque de nous emmener vers des mouvements sociaux
très difficiles dans les prochains mois qui vont s'écouler. On est à l'intérieur d'une zone euro où il y a d'autres pays que la France. Et ces pays-là aussi méritent qu'on gère correctement nos finances publiques pour ne pas les emmener dans une situation à laquelle, finalement, sur laquelle ils n'ont rien demandé et dont ils ne sont pas responsables. Donc la France a une politique un peu de passager clandestin de la zone euro depuis des années en empruntant pas cher tout en gérant pas bien ses finances publiques. Je crois qu'on est arrivé à la fin du comme on dit en Belgique, le bout du scotch. J'ai un message à délivrer, c'est que dans chacun des pays de la zone euro, on est une équipe. Il faut qu'on soit transparent sur où on en est, comment on gère et où est-ce qu'on va. Il y a des choses à faire de manière très urgente chez nous en France, qui pourraient être réfléchies aussi en Belgique à un moindre niveau. C'est baisser de manière très très importante la dépense et baisser de manière très importante les impôts pour pouvoir aussi redevenir compétitif parce qu'on a un énorme problème de déficit commercial. On serait beaucoup plus maître de notre destin si on expliquait comment on va redresser les comptes publics avec un vrai plan de redressement des comptes publics. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez ce débat-là chez vous, mais à un moment, j'avais entendu qu'il y avait quand même ce débat-là. Qu'est-ce qu'on va taxer comme taxe exceptionnelle pour financer les dépenses supplémentaires du Covid? Mais nous disons, si jamais on annonce des taxes supplémentaires, et j'ai écrit un article dans Les Échos là aujourd'hui sur ce sujet, si jamais il y avait une taxe exceptionnelle sur l'épargne, par exemple, je crois bien qu'en Belgique, il y a eu ce débat-là à un moment aussi, eh bien, il faut exiger pour ceux qui payent cette taxe d'avoir en face un plan de redressement des finances publiques de la France, parce que sinon, c'est un trou sans fond. Dans une démocratie qui fonctionne, il y a de la transparence, il y a des contre-pouvoirs, il y a un Parlement qui est fort, qui, quand il pose des questions, obtient des réponses. Sinon, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires et qu'on ne maîtrise pas totalement notre destin. Je crois que c'est maintenant qu'il faut qu'on se dise comment on rétablit les choses, pas simplement pour nous, mais aussi pour nos partenaires européens, qui méritent, je crois, qu'on soit honnête et transparent sur la gestion de nos finances publiques et sur qu'est-ce qu'on veut faire après et comment on va le faire. Je pense que si on nous met la pression pour repousser l'âge de départ à la retraite, c'est pas pour rien. Si on nous met la pression pour mieux regarder comment on finance les aides sociales, etc., c'est pas pour rien.